Les chutes de hauteur sont responsables en France d'environ 100 décès et de près de 100 000 journées d'arrêt de travail chaque année. Qu'elles se produisent depuis une toiture, un échafaudage, d'un escabeau ou d'une échelle, ces chutes ont le plus souvent des conséquences très graves. J'avais une purge à faire sur des aérothermes. J'ai vu qu'il y avait une échelle en place. Comme je me suis dit, j'ai pas besoin d'aller chercher la mienne. Je suis monté donc sur un échafaudage mobile, un truc qui doit faire 3 mètres de large. Il avait beaucoup plu. Et en fait, les pieds extérieurs se sont en fait enfoncés dans la terre. Un couvreur qui, en bâchant le toit, une bourrasse de vent est arrivée, il n'a pas voulu lâcher la bâche. Je travaille sur un toit, je suis descendu, mais en utilisant une poignée d'ascension, en jouant avec la sécurité. Moi j'étais le jeune dans la boîte, dans l'équipe j'étais le jeune, donc c'était toujours moi qui montais. C'était il y a quelques années, donc dans une grande entreprise, on était dans le magasin et on faisait de la maintenance sur l'éclairage avec donc une nacelle sur porteur. Des collègues qui utilisaient la nacelle la veille ont chanté les sécurités pour gagner quelques centimètres et un peu de temps dans leur travail. En fait, j'ai aucun souvenir de l'accident, quoi. Je me rappelle de rien, quoi. L'échafaudage a basculé, quoi. L'échelle est partie comme ça et moi je suis parti en arrière. Il s'est envolé avec la bâche et est tombé, quoi. Quand on s'est rendu compte vraiment qu'on tombait, c'était trop tard, qu'on ne pouvait plus reculer pour éviter la chute. Et j'ai fait une chute de 8 mètres, chute libre. Voilà. Je suis tombé, comme dit, entre un tas de vieilles fenêtres alu et le tas de verres brisés de ces fenêtres. Je suis tombé entre les deux. Mon collègue m'a dit que j'étais tombé apparemment de l'échelle et il m'a retrouvé par terre dans le sang, quoi. On m'a passé un coup de fil en me disant qu'il est tombé du toit et donc j'ai tout de suite senti que ça allait pas être une bonne nouvelle. Tout le trajet jusqu'à l'hôpital, je me suis dit j'espère que là, la colonne vertébrale n'était pas atteinte. Puis comme dit, il m'avait dit un jour qu'il n'aurait pas le courage de supporter un fauteuil roulant, donc c'est tout de suite la première chose à laquelle j'ai pensé. C'est vrai que, puis bon, c'est vrai qu'on a toujours un peu un idéal de vie dans la tête et c'est vrai que là tout s'écroulait, quoi. On ne savait pas ce qui nous attendait, s'il s'en sortirait ni comment il s'en sortirait. Je parlais pas, je reconnaissais même pas mes parents. Je pouvais pas manger tout seul. J'étais comme un nouveau-né, quoi. J'ai tout dû réapprendre, je pouvais pas marcher. Pour que je sois complètement rétabli, il s'est passé 3 ans et 1 mois. J'aurais pu y rester, ouais. Non, je me suis surtout dit ça. Quand on apprend des trucs comme ça et puis qu'on travaille sur les toits, ça fait un peu froid dans le dos par moment, quoi. Ça vous donne des frissons et puis ça vous amène à réfléchir. Ce qu'il faut protéger, si c'est sa vie ou quelques dégâts sur le chantier, quoi. On prend toutes les précautions qui sont nécessaires. Ça reste peut-être quand même toujours dangereux, quoi, vu qu'on est en hauteur. Pour parler de ces risques, nous avons réuni un groupe de personnes impliquées dans la sécurité en entreprise. Opérateurs, conducteurs de travaux, ingénieurs, formateurs. Pour moi, ce qui me surprend, c'est la gravité des accidents déjà, ça c'est clair. Quand on voit le nombre de témoignages, on se dit que ça arrive pas qu'aux autres, quoi. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ne témoignent pas parce qu'elles sont plus là pour témoigner. Et je trouvais encore ce qui était très très impressionnant, c'est le témoignage de la compagne et je pense que c'était la mère d'un des témoins. Et c'est aussi de l'après-chute qui m'a fait peur, quoi. C'est malheureux à constater qu'il y a toujours encore vie d'homme qui est mis en danger pour des questions de rentabilité. Le travail en hauteur reste, même avec toutes les sécurités apportées, un risque. Ce qui me touche le plus, c'est que finalement, les choses qui ont été oubliées ou mal faites, c'est des choses qui sont parfaitement connues. Quand on est couvreur, on sait qu'on a des chances de tomber. Sur 3 couvreurs qui rentrent dans la profession, il y en a un qui va avoir un accident grave, donc qui va avoir des séquelles résiduelles par rapport à un accident qu'il va avoir. On parle de chute, mais il y a d'autres risques qui existent, et notamment je pense au risque électrique qui est tout à fait lié aux travaux en hauteur. Le risque qu'un objet tombe, pas de port de casque. Lorsqu'on travaille par grand vent, c'est évident que la nacelle, par exemple, ou l'échafaudage peut se renverser facilement. Le danger, donc, aussi, c'est le renversement de la nacelle pour très souvent un manque de compétences, je dirais, dans la stabilisation de celle-ci. Un autre aspect, c'est peut-être aussi l'état du matériel, la maintenance du matériel, aussi bien le matériel que les entreprises ont un compte propre, mais je pense aussi au matériel de location qui, quelquefois, n'a pas été contrôlé, n'a pas été vérifié correctement. Il faut également se poser la question de la formation de la personne par rapport à l'utilisation d'un matériel. Utiliser correctement les équipements de protection, individuels ou collectifs, ça met du temps, je veux dire. On a les maîtres d'ouvrage, on a les maîtres d'œuvre sur le dos. Nous, on ne peut pas résister à cette pression. Il faut toujours aller trop vite.
Et trop vite ne rime pas avec bon travail et ne rime pas avec sécurité. Le fait effectivement de discuter d'un problème, ça veut déjà dire qu'on le prend en compte. Ce qu'on fait aussi souvent, c'est qu'on placarde sur un tableau d'information ce qui s'est passé ailleurs. Au moins les gens se disent « Oh, c'est arrivé, attention ». Il est également indispensable de créer des réunions d'information, de sensibilisation, au moins 1 voire 2 fois par an au sein des entreprises pour expliquer, commenter et rappeler ce genre de cas qui effectivement, on les connaît tous et ça ne devrait pas exister, on ne devrait plus les voir. Souvent les gens du terrain ont aussi de bonnes informations à nous transmettre. Quand il y a échange au niveau d'une entreprise par rapport aux situations de risque, forcément on va déjà envisager des mesures de prévention. C'est comme ça qu'on va progresser. C'est en parlant du chantier qui va venir demain, en amont, qu'on peut, je dirais, éviter les accidents et surtout utiliser les moyens appropriés pour ce chantier. C'est clair qu'avec une nacelle, on se met beaucoup plus en sécurité que quand on travaille sur des échafaudages. On préserve aussi l'homme, l'ouvrier, qui sur chantier aura une plus grande aisance et une facilité de travail. La nacelle doit quand même permettre, je dirais, d'avancer plus vite et donc de progresser plus rapidement dans l'exécution du chantier. On ne peut pas utiliser n'importe quelle nacelle à n'importe quel endroit. Il faut déjà repérer l'environnement. Pour utiliser la nacelle, il faut être formé, il faut savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et il est impensable aujourd'hui de vouloir faire passer des cassesses à des opérateurs si on n'a pas eu au moins au préalable 3 à 4, voire 1 semaine de formation. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous pourriez me dire où se trouve la nacelle? On vous a pas prévenu? Non, pas du La tout. nacelle, elle est en réparation. Ah, mais j'étais pas au Je suis courant. désolée. Par contre, les fenêtres sont vraiment très sales. Ce serait possible que vous fassiez un petit quelque chose tout de même? Ok, on va se débrouiller. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. C'est une action qu'on voit tous les jours, malheureusement, où on néglige, on colle vraiment l'échelle telle qu'elle. Là, on est sur du gazon. Le gazon, c'est pas quelque chose de stable. En plus, l'échelle n'a pas de patin. On le voit effectivement très souvent, notamment ne serait-ce que pour les travaux ponctuels qui durent 2-3 minutes. Une échelle, c'est pas adapté pour faire ce genre de travaux. On a entièrement improvisé, mais c'est un employé qui a beaucoup d'expérience. Et c'est justement, il a joué sur son expérience, et c'est comme ça qu'il s'est fait piéger. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'à un moment, et on le comprend bien, il est à bout de bras, mais redescendre, déplacer l'échelle pour se repositionner, si c'est sur toute la façade, il ne le conçoit pas, donc il essaie d'aller au maximum. Quand on accepte effectivement de laisser partir son salarié avec une échelle, c'est que forcément, on admet qu'il va l'utiliser. Il y a un manque de rapprochement, de concertation, d'information, puisque le monteur n'était pas informé que la nacelle n'était même pas disponible ce jour-là. C'est le client qui a vraiment dirigé les opérations. On veut toujours faire plaisir à son client. Mais quelque part, on prend un risque. Personnellement, je sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise manière de dire non au client, quoi. La première des solutions, ça aurait été de refuser de nettoyer tout simplement ce carreau et de revenir le lendemain, une fois que la nacelle sera de nouveau disponible, tout simplement. Moi, je dis, j'ai pas une nacelle, c'est prévu avec, tant pis. Le salarié aurait pu faire appel à sa direction et voir s'il n'y avait pas une possibilité de louer une nacelle pour quand même satisfaire le client. L'échelle est un moyen d'accès, ne pas l'utiliser comme poste de travail, penser PEMP, déterminer une procédure en cas de situation de travail non conforme, améliorer la communication au sein de l'entreprise et avec les clients.
Alors les maçons, on pas encore fini? Il faut juste que je prenne quelques mesures pour les appuis de fenêtre parce qu'on les pose demain. Bon ok, mais dépêche-toi, hein. Attention! On a l'impression que tout est OK à première vue, mais quand on s'arrête un peu plus longtemps sur le couvreur, sur l'échafaudage, on s'aperçoit qu'autour de lui, il y a quand même le bazar sur l'échafaudage. L'échafaudage, ça doit toujours être nickel. Là, apparemment, la trappe était restée ouverte. Le maçon est peut-être en retard vis-à-vis de la pose de ses couvertines sur les murs ou ses allèges. Et puis, il vient à l'improviste comme ça mesurer. Déjà, la personne qui est responsable, et à mon avis, qui a monté l'échafaudage et qui y travaille, est quand même responsable du fait d'autoriser quelqu'un à accéder sur son échafaudage et en restant en plus exactement dans le même axe et dans le même volume de son champ de travail. Une des premières solutions est déjà peut-être de faire de l'échafaudage en lieu de travail et non en lieu de stockage. Une autre solution, c'est déjà de ne pas accepter de travailler l'un au-dessus de l'autre. Analyser la situation au moment de l'arrivée sur son chantier, voir quels sont les risques liés à la coactivité de son intervention, et à ce moment-là, s'équiper donc des protections individuelles. Lorsqu'on a des personnes qui travaillent sur différents niveaux, ceux qui travaillent en dessous, ils mettent le casque. Après, il y a le bon sens de ceux qui travaillent sur le chantier pour se dire, pour ne prendre de risques, toi tu travailles là, moi je viens travailler là, et puis on s'arrange. Coordonner l'accès au chantier, organiser la coactivité, respecter le planning des travaux, gérer l'approvisionnement des postes de travail et le stockage des produits, porter les protections individuelles. Il y a une personne qui travaille toute seule sur un échafaudage à cette hauteur, dans un hangar où manifestement il n'y a personne autour. Aucun contrôle si le stabilisateur stabilise vraiment l'échafaudage, si même il touche le sol. Les béquilles, on a vu, elles étaient poussées avec le pied. Est-ce que là-dessus, il ne devrait pas exister un système de blocage permettant de fixer ces stabilisateurs et évitant qu'ils puissent se déporter? C'est vrai qu'on se rend compte que l'échafaudage, par rapport à la hauteur, semble très petit. Au préalable, quand on loue ou on achète un échafaudage, on fait une étude de cas pour savoir quels sont les besoins qu'on a réellement sur le site. La formation se doit d'aborder l'utilisation normale et également les contre-indications d'utilisation. Il faut de la part de la direction de la fermeté aussi vis-à-vis de ce genre de pratiques, c'est-à-dire ne pas les tolérer, et ça peut aller effectivement jusqu'à... Bien sûr, par une démarche de prévention, de mise en garde, etc., mais à un moment, il faut aussi des sanctions. On est également dans le cas vraiment typique d'une opération de courte durée. Peut-être qu'il faut se poser la question, est-ce que dans ce cas-là, une PEMP n'aurait pas été plus s'adapter? Parce que plus rapide d'emploi également. Ça aurait été l'outil idéal pour accéder et autant pour se déplacer dans le sens du mécanisme. Donc ça aurait été vraiment l'outil adéquat. Choisir un échafaudage roulant adapté, penser PEMP, utiliser un appareil conformément à sa notice d'instruction, former les opérateurs et les informer des risques inhérents au lieu de travail, ne pas laisser un opérateur travailler seul en hauteur, sanctionner les pratiques dangereuses.
tellement de paramètres à prendre en compte que parfois on en néglige quelques-uns. Et dans ce cas-là, effectivement, l'opérateur a négligé la poutre. On ne peut pas tout voir à tout moment. S'il avait au moins le casque sur la tête, déjà, je dirais, il aurait au moins une petite sécurité. Le fait qu'une voiture à proximité, qui ait des câbles, des rouleaux de câbles, ça ne facilite pas effectivement le déplacement de la nacelle. Avec cette mobilité accrue des PEMP, en l'occurrence, on augmente, pour ma part, on augmente le danger. Le problème, on l'a souvent sur des mouvements combinés. Je déplace, je roule avec la PEMP, en même temps je fais un mouvement de rotation. Donc comme les deux vitesses vont dans le même sens, j'ai quand même des trajectoires qui sont relativement rapides. Alors une PEMP, ça ne s'arrête pas non plus de façon instantanée. Le fait d'avoir une multitude de mouvements possibles sur cette PEMP, c'est aussi une bonne chose. Par contre, ce ne sera possible que à partir du moment où la formation sera adaptée à ces genres de machines qui sont de plus en plus techniques. Ce qu'il aurait déjà dû faire en premier lieu, donc, c'est aménager la zone de travail. On y gagnera en productivité parce qu'après, l'opérateur pourra circuler beaucoup plus facilement. À partir du moment qu'on fait intervenir un engin mobile, la question se pose. Ne faudrait-il pas une deuxième personne, une tierce personne, surveillant? Son rôle étant d'intervenir pour empêcher les gens d'entrer à l'intérieur de la zone d'évolution, mais il est aussi là pour guider l'opérateur. Le principe, effectivement, c'est qu'il y ait toujours une personne qui soit présente pour pouvoir permettre l'évacuation du salarié en cas d'incident. Et je crois que même au niveau de la réglementation, c'est une obligation. Quand on est deux, on divise le risque par deux. Dégager et baliser la zone d'évolution de la PEMP, repérer les obstacles aériens, éviter les mouvements combinés, porter les protections individuelles, prévoir une personne supplémentaire au sol, former les opérateurs et vérifier leurs compétences. C'est bon pour celle-ci? Ok, il en reste plus qu'un, on se dépêche. À tout de suite. Les personnes, dans leur tête, ils sont déjà pratiquement partis. La tâche qu'on s'est réservée ici, a priori en fin de journée, est la tâche la plus délicate. L'opérateur principal dans la nacelle est déjà en élévation au moment où le balisage n'est même pas encore en place. La personne quand même qui était très très pressée était peut-être en infraction, mais si on avait peut-être signalé un panneau travaux ou attention ralentissement, je pense qu'on aurait pu avertir ce chauffeur. On voit dans le film que le dernier cône est posé à 1 mètre de la camionnette, alors que d'après le code de la route, un danger est signalé en agglomération à 50 mètres avant. Le croisement n'a pas du tout été analysé et pris en compte dans la signalisation. Un carrefour, un seul surveillant n'est pas à même de gérer toutes les situations imprévues qui peuvent arriver. Compte tenu de la proximité effectivement du lampadaire par rapport au carrefour, on se doit effectivement carrément de couper, même de façon temporaire, la route. La pression est constante sur les exécutants, sur les monteurs. Parce qu'un arrêt de 1 minute, 2 minutes, ça klaxonne derrière, ça fait des gesticulations. Le milieu urbain rajoute encore d'autres circonstances d'accident, d'autres paramètres et nécessite de ce fait-là une formation adaptée et plus longue. Signaliser et baliser le chantier, adapter le nombre d'opérateurs aux contraintes du chantier, former les opérateurs au travail en milieu urbain, vérifier leurs compétences, éviter les travaux les plus complexes en fin de journée. Le danger fait partie de notre quotidien. Nous sommes en permanence sur les toitures dans des situations plus ou moins à risque en fonction des pentes de toiture et des endroits où on se trouve. Nous avons investi dans une nacelle qui nous permet d'accéder rapidement à un lieu d'intervention ponctuel, d'être très réactif et précis dans la mise en œuvre de la sécurité sur nos chantiers. L'investissement d'une nacelle telle que celle-ci est un investissement énorme pour une entreprise comme la nôtre. Si par ailleurs on regarde ce que coûte un accident du travail avec tous les coûts directs et indirects,
Je pense que l'investissement n'est pas mauvais. Les chantiers avancent plus vite, les gens travaillent dans un confort qui n'est pas le même. Donc l'investissement, il ne faut pas voir que le côté financier, je pense. On n'a pas besoin de monter les échelles, on n'a pas besoin d'escalader les toits, on y accède directement avec la nacelle. On a la corbeille de 2 mètres qui est dépliable et puis elle se positionne suivant l'inclinaison du toit. C'est le top, là, le nec plus ultra, cette nacelle. Hein. Nous sommes également très sensibles à la formation du personnel, formation autant technique que formation à l'utilisation en sécurité du matériel. Donc je parle là des CACES. La formation également des sauveteurs secouristes du travail, qui fait partie intégrante, je pense, d'une équipe sur un chantier. Je pense qu'il a été très important également de réfléchir un chantier en amont. Donc le fait de préparer un chantier avant d'y envoyer une équipe contribue non seulement à l'efficacité sur le chantier, mais également à la sécurité du personnel, parce qu'on aura vu les difficultés d'accès. C'est une volonté chez nous de voir dans notre devis, la première position, c'est une position sécurité. Dans la majorité des cas, il n'y a pas de souci, le client accepte bien. Sur certaines affaires, on peut perdre l'affaire parce qu'on aura mis en place cette position. C'est tout à fait normal de mettre une ligne sécurité dans les devis, parce que je pense perdre une vie, ça revient beaucoup plus cher que perdre une affaire. La prévention passe par l'évaluation partagée des risques et la mise en œuvre par les dirigeants, les cadres et les opérateurs d'actions concertées pour améliorer la santé et la sécurité au travail. Analyser préalablement le chantier, organiser les équipes et les modes opératoires pour travailler en sécurité, choisir, adapter et entretenir les engins, penser PEMP, signaler, baliser et protéger les zones d'évolution, mettre en place les protections collectives, porter les protections individuelles, communiquer en interne et avec les clients, recruter, former et contrôler les opérateurs.
Les chutes de hauteur sont responsables en France d'environ 100 décès et de près de 100 000 journées d'arrêt de travail chaque année. Qu'elles se produisent depuis une toiture, un échafaudage, d'un escabeau ou d'une échelle, ces chutes ont le plus souvent des conséquences très graves. J'avais une purge à faire sur des aérothermes. J'ai vu qu'il y avait une échelle en place. Comme je me suis dit, j'ai pas besoin d'aller chercher la mienne. Je suis monté donc sur un échafaudage mobile, un truc qui doit faire 3 mètres de large. Il avait beaucoup plu. Et en fait, les pieds extérieurs se sont en fait enfoncés dans la terre. Un couvreur qui, en bâchant le toit, une bourrasse de vent est arrivée, il n'a pas voulu lâcher la bâche. Je travaillais sur un toit, je suis descendu, mais en utilisant une poignée d'ascension, en jouant avec la sécurité. Moi, j'étais le jeune dans la boîte, dans l'équipe, j'étais le jeune, donc c'était toujours moi qui montais. C'était il y a quelques années, donc dans une grande entreprise, on était dans le magasin et on faisait de la maintenance sur l'éclairage avec donc une nacelle sur porteur. Des collègues qui utilisaient la nacelle la veille ont chanté les sécurités pour gagner quelques centimètres et un peu de temps dans leur travail. En fait, j'ai aucun souvenir de l'accident, quoi. Je me rappelle de rien, quoi. L'échafaudage a basculé, quoi. L'échelle est partie comme ça et moi je suis parti en arrière. Il s'est envolé avec la bâche et est tombé, quoi. Quand on s'est rendu compte vraiment qu'on tombait, c'était trop tard, qu'on ne pouvait plus reculer pour éviter la chute. Et j'ai fait une chute de 8 mètres, chute libre. Voilà. Je suis tombé, comme dit, entre un tas de vieilles fenêtres alu et le tas de verres brisés de ces fenêtres. Je suis tombé entre les deux. Mon collègue m'a dit que j'étais tombé apparemment de l'échelle et il m'a retrouvé par terre dans le sang, quoi. On m'a passé un coup de fil en me disant qu'il est tombé du toit et donc j'ai tout de suite senti que ça allait pas être une bonne nouvelle. Tout le trajet jusqu'à l'hôpital, je me suis dit j'espère que là la colonne vertébrale n'était pas atteinte. Puis comme dit, il m'avait dit un jour qu'il n'aurait pas le courage de supporter un fauteuil roulant, donc c'est tout de suite la première chose à laquelle j'ai pensé. C'est vrai que puis bon, c'est vrai qu'on a toujours un peu un idéal de vie dans la tête et c'est vrai que là tout s'écroulait, quoi. On savait pas ce qui nous attendait. S'il s'en sortirait, ni comment il s'en sortirait. Je parlais pas, je reconnaissais même pas mes parents. Je pouvais pas manger tout seul. J'étais comme un nouveau-né, quoi. J'ai tout dû réapprendre, je pouvais pas marcher. Pour que je sois complètement rétabli, il s'est passé 3 ans et 1 mois. J'aurais pu y rester, ouais. Non, je me suis surtout dit ça. Quand on apprend des trucs comme ça et puis qu'on travaille sur les toits, ça fait un peu froid dans le dos par moment, quoi. Ça vous donne des frissons et puis ça vous amène à réfléchir. Ce qu'il faut protéger, si c'est sa vie ou quelques dégâts sur le chantier, quoi. On prend toutes les précautions qui sont nécessaires. Ça reste peut-être quand même toujours dangereux, quoi, vu qu'on est en hauteur. Pour parler de ces risques, nous avons réuni un groupe de personnes impliquées dans la sécurité en entreprise. Opérateurs, conducteurs de travaux, ingénieurs, formateurs. Pour moi, ce qui me surprend, c'est la gravité des accidents déjà, ça c'est clair. Quand on voit le nombre de témoignages, on se dit que ça arrive pas qu'aux autres, quoi. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ne témoignent pas parce qu'elles ne sont plus là pour témoigner. Et je trouvais encore ce qui était très très impressionnant, c'est le témoignage de la compagne et je pense que c'était la mère d'un des témoins. Et c'est aussi de l'après-chute qui m'a fait peur, quoi. C'est malheureux à constater qu'il y a toujours encore vie d'homme qui est mis en danger pour des questions de rentabilité. Le travail en hauteur reste, même avec toutes les sécurités apportées, un risque. Ce qui me touche le plus, c'est que finalement, les choses qui ont été oubliées ou mal faites, c'est des choses qui sont parfaitement connues. Quand on est couvreur, on sait qu'on a des chances de tomber. Sur 3 couvreurs qui rentrent dans la profession, il y en a un qui va avoir un accident grave, donc qui va avoir des séquelles résiduelles par rapport à un accident qu'il va avoir. On parle de chute, mais il y a d'autres risques qui existent, et notamment je pense au risque électrique qui est tout à fait lié aux travaux en hauteur. Le risque qu'un objet tombe, pas de port de casque. Lorsqu'on travaille par grand vent, c'est évident que la nacelle, par exemple, ou l'échafaudage peut se renverser facilement. Le danger, donc, aussi, c'est le renversement de la nacelle pour très souvent un manque de compétences, je dirais, dans la stabilisation de celle-ci. Un autre aspect, c'est peut-être aussi l'état du matériel, la maintenance du matériel, aussi bien le matériel que les entreprises ont un compte propre, mais je pense aussi au matériel de location qui, quelquefois, n'a pas été contrôlé, n'a pas été vérifié correctement. Il faut également se poser la question de la formation de la personne par rapport à l'utilisation d'un matériel. Utiliser correctement les équipements de protection, individuels ou collectifs, ça met du temps, je veux dire. On a les maîtres d'ouvrage, on a les maîtres d'œuvre sur le dos. Nous, on ne peut pas résister à cette pression. Il faut toujours aller trop vite.
Et trop vite ne rime pas avec bon travail et ne rime pas avec sécurité. Le fait effectivement de discuter d'un problème, ça veut déjà dire qu'on le prend en compte. Ce qu'on fait aussi souvent, c'est qu'on placarde sur un tableau d'information ce qui s'est passé ailleurs. Au moins les gens se disent « Oh, c'est arrivé, attention ». Il est également indispensable de créer des réunions d'information, de sensibilisation, au moins 1 voire 2 fois par an au sein des entreprises pour expliquer, commenter et rappeler ce genre de cas qui effectivement, on les connaît tous et ça ne devrait pas exister, on ne devrait plus les voir. Souvent les gens du terrain ont aussi de bonnes informations à nous transmettre. Quand il y a échange au niveau d'une entreprise par rapport aux situations de risque, forcément on va déjà envisager des mesures de prévention. C'est comme ça qu'on va progresser. C'est en parlant du chantier qui va venir demain, en amont, qu'on peut, je dirais, éviter les accidents et surtout utiliser les moyens appropriés pour ce chantier. C'est clair qu'avec une nacelle, on se met beaucoup plus en sécurité que quand on travaille sur des échafaudages. On préserve aussi l'homme, l'ouvrier, qui sur chantier aura une plus grande aisance et une facilité de travail. La nacelle doit quand même permettre, je dirais, d'avancer plus vite et donc de progresser plus rapidement dans l'exécution du chantier. On ne peut pas utiliser n'importe quelle nacelle à n'importe quel endroit. Il faut déjà repérer l'environnement. Pour utiliser la nacelle, il faut être formé, il faut savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et il est impensable aujourd'hui de vouloir faire passer des cassesses à des opérateurs si on n'a pas eu au moins au préalable 3 à 4, voire 1 semaine de formation. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous pourriez me dire où se trouve la nacelle? On vous a pas prévenu? Non, pas du La tout. nacelle, elle est en réparation. Ah, mais j'étais pas au Je suis courant. désolée. Par contre, les fenêtres sont vraiment très sales. Ce serait possible que vous fassiez un petit quelque chose tout de même? Ok, on va se débrouiller. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. C'est une action qu'on voit tous les jours, malheureusement, où on néglige, on colle vraiment l'échelle telle qu'elle. Là, on est sur du gazon. Le gazon, c'est pas quelque chose de stable. En plus, l'échelle n'a pas de patin. On le voit effectivement très souvent, notamment ne serait-ce que pour les travaux ponctuels qui durent 2-3 minutes. Une échelle, c'est pas adapté pour faire ce genre de travaux. On a entièrement improvisé, mais c'est un employé qui a beaucoup d'expérience. Et c'est justement, il a joué sur son expérience, et c'est comme ça qu'il s'est fait piéger. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'à un moment, et on le comprend bien, il est à bout de bras, mais redescendre, déplacer l'échelle pour se repositionner, si c'est sur toute la façade, il ne le conçoit pas, donc il essaie d'aller au maximum. Quand on accepte effectivement de laisser partir son salarié avec une échelle, c'est que forcément, on admet qu'il va l'utiliser. Il y a un manque de rapprochement, de concertation, d'information, puisque le monteur n'était pas informé que la nacelle n'était même pas disponible ce jour-là. C'est le client qui a vraiment dirigé les opérations. On veut toujours faire plaisir à son client. Mais quelque part, on prend un risque. Personnellement, je ne sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise manière de dire non au client, quoi. La première des solutions, ça aurait été de refuser de nettoyer tout simplement ces carreaux et de revenir le lendemain, une fois que la nacelle sera de nouveau disponible, tout simplement. Moi, je dis, j'ai pas une nacelle, c'est prévu avec, tant pis. Le salarié aurait pu faire appel à sa direction et voir s'il n'y avait pas une possibilité de louer une nacelle pour quand même satisfaire le client. L'échelle est un moyen d'accès, ne pas l'utiliser comme poste de travail, penser PEMP, déterminer une procédure en cas de situation de travail non conforme, améliorer la communication au sein de l'entreprise et avec les clients.
Alors les maçons, pas encore fini? Mais il faut juste que je prenne quelques mesures pour les appuis de fenêtre parce qu'on les pose demain. Bon ok, mais dépêche-toi, hein. Attention! On a l'impression que tout est OK à première vue, mais quand on s'arrête un peu plus longtemps sur le couvreur, sur l'échafaudage, on s'aperçoit qu'autour de lui, il y a quand même le bazar sur l'échafaudage. L'échafaudage, ça doit toujours être nickel. Là, apparemment, la trappe était restée ouverte. Le maçon est peut-être en retard vis-à-vis de la pose de ses couvertines sur les murs ou ses allèges. Et puis, il vient à l'improviste comme ça mesurer. Déjà, la personne qui est responsable, et à mon avis, qui a monté l'échafaudage et qui y travaille, est quand même responsable du fait d'autoriser quelqu'un à accéder sur son échafaudage et en restant en plus exactement dans le même axe et dans le même volume de son champ de travail. Une des premières solutions est déjà peut-être de faire de l'échafaudage en lieu de travail et non en lieu de stockage. Une autre solution, c'est déjà de ne pas accepter de travailler l'un au-dessus de l'autre. Analyser la situation au moment de l'arrivée sur son chantier, voir quels sont les risques liés à la coactivité de son intervention, et à ce moment-là, s'équiper donc des protections individuelles. Lorsqu'on a des personnes qui travaillent sur différents niveaux, ceux qui travaillent en dessous, ils mettent le casque. Après, il y a le bon sens de ceux qui travaillent sur le chantier pour se dire, pour ne prendre de risques, toi tu travailles là, moi je viens travailler là, et puis on s'arrange. Coordonner l'accès au chantier, organiser la coactivité, respecter le planning des travaux, gérer l'approvisionnement des postes de travail et le stockage des produits, porter les protections individuelles. Il y a une personne qui travaille toute seule sur un échafaudage à cette hauteur, dans un hangar où manifestement il n'y a personne autour. Aucun contrôle si le stabilisateur stabilise vraiment l'échafaudage, si même il touche le sol. Les béquilles, on a vu, elles étaient poussées avec le pied. Est-ce que là-dessus, il ne devrait pas exister un système de blocage permettant de fixer ces stabilisateurs et évitant qu'ils puissent se déporter? C'est vrai qu'on se rend compte que l'échafaudage, par rapport à la hauteur, semble très petit. Au préalable, quand on loue ou on achète un échafaudage, on fait une étude de cas pour savoir quels sont les besoins qu'on a réellement sur le site. La formation se doit d'aborder l'utilisation normale et également les contre-indications d'utilisation. Il faut de la part de la direction de la fermeté aussi vis-à-vis de ce genre de pratiques, c'est-à-dire ne pas les tolérer, et ça peut aller effectivement jusqu'à... Bien sûr, par une démarche de prévention, de mise en garde, etc., mais à un moment, il faut aussi des sanctions. On est également dans le cas vraiment typique d'une opération de courte durée. Peut-être qu'il faut se poser la question, est-ce que dans ce cas-là, une PEMP n'aurait pas été plus adaptée? Parce que plus rapide d'emploi également. Ça aurait été l'outil idéal pour accéder et autant pour se déplacer dans le sens du mécanisme. Donc ça aurait été vraiment l'outil adéquat. Choisir un échafaudage roulant adapté, penser PEMP, utiliser un appareil conformément à sa notice d'instruction, former les opérateurs et les informer des risques inhérents au lieu de travail, ne pas laisser un opérateur travailler seul en hauteur, sanctionner les pratiques dangereuses.
tellement de paramètres à prendre en compte que parfois on en néglige quelques-uns. Et dans ce cas-là, effectivement, l'opérateur a négligé la poutre. On ne peut pas tout voir à tout moment. S'il avait au moins le casque sur la tête, déjà, je dirais, il aurait au moins une petite sécurité. Le fait qu'une voiture à proximité, qui ait des câbles, des rouleaux de câbles, ça ne facilite pas effectivement le déplacement de la nacelle. Avec cette mobilité accrue des PEMP, en l'occurrence, on augmente, pour ma part, on augmente le danger. Le problème, on l'a souvent sur des mouvements combinés. Je déplace, je roule avec la PEMP, en même temps je fais un mouvement de rotation. Donc comme les deux vitesses vont dans le même sens, j'ai quand même des trajectoires qui sont relativement rapides. Alors une PEMP, ça ne s'arrête pas non plus de façon instantanée. Le fait d'avoir une multitude de mouvements possibles sur cette PEMP, c'est aussi une bonne chose. Par contre, ce ne sera possible que à partir du moment où la formation sera adaptée à ces genres de machines qui sont de plus en plus techniques. Ce qu'il aurait déjà dû faire en premier lieu, donc, c'est aménager la zone de travail. On y gagnera en productivité parce qu'après, l'opérateur pourra circuler beaucoup plus facilement. À partir du moment qu'on fait intervenir un engin mobile, la question se pose, ne faudrait-il pas une deuxième personne, une tierce personne surveillant? Son rôle étant d'intervenir pour empêcher les gens d'entrer à l'intérieur de la zone d'évolution, mais il est aussi là pour guider l'opérateur. Le principe, effectivement, c'est qu'il y ait toujours une personne qui soit présente pour pouvoir permettre l'évacuation du salarié en cas d'incident. Et je crois que même au niveau de la réglementation, c'est une obligation. Quand on est deux, on divise le risque par deux. Dégager et baliser la zone d'évolution de la PEMP, repérer les obstacles aériens, éviter les mouvements combinés, porter les protections individuelles, prévoir une personne supplémentaire au sol, former les opérateurs et vérifier leurs compétences. C'est bon pour celle-ci? Ok, il en reste plus qu'un, on se dépêche. À tout de suite. Les personnes, dans leur tête, ils sont déjà pratiquement partis. La tâche qu'on s'est réservée ici, a priori en fin de journée, est la tâche la plus délicate. L'opérateur principal dans la nacelle est déjà en élévation au moment où le balisage n'est même pas encore en place. La personne quand même qui était très très pressée était peut-être en infraction, mais si on avait peut-être signalé un panneau travaux ou attention ralentissement, je pense qu'on aurait pu avertir ce chauffeur. On voit dans le film que le dernier cône est posé à 1 mètre de la camionnette, alors que d'après le code de la route, un danger est signalé en agglomération à 50 mètres avant. Le croisement n'a pas du tout été analysé et pris en compte dans la signalisation. Un carrefour, un seul surveillant n'est pas à même de gérer toutes les situations imprévues qui peuvent arriver. Compte tenu de la proximité effectivement du lampadaire par rapport au carrefour, on se doit effectivement carrément de couper, même de façon temporaire, la route. La pression est constante sur les exécutants, sur les monteurs. Parce qu'un arrêt de 1 minute, 2 minutes, ça klaxonne derrière, ça fait des gesticulations. Le milieu urbain rajoute encore d'autres circonstances d'accident, d'autres paramètres et nécessite de ce fait-là une formation adaptée et plus longue. Signaliser et baliser le chantier, adapter le nombre d'opérateurs aux contraintes du chantier, former les opérateurs au travail en milieu urbain, vérifier leurs compétences, éviter les travaux les plus complexes en fin de journée. Le danger fait partie de notre quotidien. Nous sommes en permanence sur les toitures dans des situations plus ou moins à risque en fonction des pentes de toiture et des endroits où on se trouve. Nous avons investi dans une nacelle qui nous permet d'accéder rapidement à un lieu d'intervention ponctuel, d'être très réactif et précis dans la mise en œuvre de la sécurité sur nos chantiers. L'investissement d'une nacelle telle que celle-ci est un investissement énorme pour une entreprise comme la nôtre. Si par ailleurs on regarde ce que coûte un accident du travail avec tous les coûts directs et indirects,
Je pense que l'investissement n'est pas mauvais. Les chantiers avancent plus vite, les gens travaillent dans un confort qui n'est pas le même. Donc l'investissement, il ne faut pas voir que le côté financier, je pense. On n'a pas besoin de monter les échelles, on n'a pas besoin d'escalader les toits, on y accède directement avec la nacelle. On a la corbeille de 2 mètres qui est dépliable et puis elle se positionne suivant l'inclinaison du toit. C'est le top, là, le nec plus ultra, cette nacelle. Hein. Nous sommes également très sensibles à la formation du personnel, formation autant technique que formation à l'utilisation en sécurité du matériel. Donc je parle là des CACES. La formation également des sauveteurs secouristes du travail, qui fait partie intégrante, je pense, d'une équipe sur un chantier. Je pense qu'il a été très important également de réfléchir un chantier en amont. Donc le fait de préparer un chantier avant d'y envoyer une équipe contribue non seulement à l'efficacité sur le chantier, mais également à la sécurité du personnel, parce qu'on aura vu les difficultés d'accès. C'est une volonté chez nous de voir dans notre devis la première position, c'est une position sécurité. Dans la majorité des cas, il n'y a pas de souci, le client accepte bien. Sur certaines affaires, on peut perdre l'affaire parce qu'on aura mis en place cette position. C'est tout à fait normal de mettre une ligne sécurité dans les devis, parce que je pense que perdre une vie, ça revient beaucoup plus cher que perdre une affaire. La prévention passe par l'évaluation partagée des risques et la mise en œuvre par les dirigeants, les cadres et les opérateurs d'actions concertées pour améliorer la santé et la sécurité au travail. Analyser préalablement le chantier, organiser les équipes et les modes opératoires pour travailler en sécurité, choisir, adapter et entretenir les engins, penser PEMP, signaler, baliser et protéger les zones d'évolution, mettre en place les protections collectives, porter les protections individuelles, communiquer en interne et avec les clients, recruter, former et contrôler les opérateurs.